Donc, comme François l'expliquait, on fait vraiment un panel cette année pour susciter les discussions par la suite qui vont être à vos tables. Fait que je vous invite à être attentifs aux questions. C'est un peu les éléments qu'on veut que vous discutez par la suite puis qui puissent alimenter notre réflexion pendant la prochaine année au niveau de la MRC puis au niveau vraiment du territoire là, agricole et notre milieu rural également. Donc, François vous a présenté les panélistes qu'on a avec nous aujourd'hui. Donc, comme première question, en fait, avec vos divers chapeaux qui vous ont été, que François a nommé un petit peu plus tôt, puis dans la lumière, en fait, à la lumière de ce qu'on a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui face aux diverses fonctions de l'agriculture, bien, je voudrais vous entendre sur quel sens vous donnez à la multifonctionnalité sur notre territoire puis dans nos milieux de vie. Donc, on en a parlé beaucoup, là, les diverses fonctions. Quel sens ça a pour vous, là, vraiment, concrètement, là, soit dans vos productions agricoles ou dans nos milieux de vie, dans vos municipalités? À vous la parole, Gérald. On s'était entendu comme ça. Je n'ai pas l'habitude de me laisser gérer comme ça, je vous le dis tout de suite. Encore une fois, aujourd'hui, je me suis placé dans une situation que, malgré mes cheveux blancs, je n'apprends pas vite, une situation que j'aimerais mieux être ailleurs. Bien sûr, moi, ça fait 49 ans, je l'ai dit tantôt, en agriculture à Saint-Stanislas. Dans mon milieu, ce que je pourrais dire, disons, de mon milieu comme agriculteur, c'est que c'est un milieu qui est de nature généreuse, mais aussi, on est des gens généreux de nature, comme agriculteurs. De nature généreuse, je pense que je n'ai pas besoin de vous le répéter, avant midi, Mario en a parlé. Regardez ce qu'on a dans notre environnement, dans l'environnement qu'on vit, toutes les ressources naturelles qu'il y a, dont l'agriculture. Ce qui est positif, bien, pour nous autres, les agriculteurs, regardez, on a l'eau douce, on a la faune, on a la nordicité, qui est un plus, là, qui n'a pas été exploité beaucoup, mais qui est un plus quand même, qui fait que moi, je fais encore de l'agriculture à Saint-Stanislas, la forme d'agriculture que je fais. Nature généreuse, généreux de nature, ben moi, je trouve qu'on se fait spolier souvent comme agriculteur. On donne souvent notre produit, on contribue à mettre de la nourriture dans le garde-manger, puis on nous dit on va vous récompenser si vous ouvrez le garde-manger. J'ai l'impression qu'on n'est pas toujours rémunéré pour ce qu'on met dedans. On est récompensé pour ce qu'on met dedans. Donc, c'est ma vision un peu de mon milieu agricole, de ce que j'ai vécu comme agriculteur. En même temps, la question, c'était sur la multifonctionnalité. La multifonctionnalité, moi, je suis un agriculteur. On peut me dire que je peux rentabiliser mon entreprise à faire de l'agrotourisme, à vendre mon produit localement. Il y a une chose que je sais, par exemple, c'est qu'à Saint-Stanislas, j'ai beau m'ouvrir un kiosque au bord du chemin, je ne payerai pas mes 2 toasts le matin. Ça fait que ce que je suis avant tout, c'est un agriculteur. Je suis d'accord que la multifonctionnalité peut nous aider à maintenir nos entreprises, mais ça demande, on l'a vu tantôt, là, la madame, quand elle a fait sa conférence, Mme Ouellette, ça demande d'autres connaissances qu'agricoles. Disons que, oui, on va avoir besoin de la multifonctionnalité, mais je ne suis pas certain que, comme agriculteur, on a la capacité de le faire ou l'expertise pour le faire. Merci, Gérald. Bien, moi, j'ai quelque chose, je me dis tout le temps, le soir, quand je vais me coucher, si ma journée était profitable, puis si je peux dormir en paix, je peux vous dire que ma journée était très profitable, puis je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles cette nuit. J'ai appris. Il y en a qui me demandaient tout le temps, c'est que tu viens faire ici. Et même François, lorsqu'il me demandait, André, tu pourrais-tu être animateur, un panéliste? Je lui ai dit, oui, mais c'est que j'ai à faire là-dedans, moi, là. La ville de Dolbeau-Mistassini, j'ai dit, je n'ai pas de ferme, moi, j'ai rien, moi, c'est complètement urbain. Mais après discussion, analyse, je me suis rendu compte que depuis la fusion, j'ai marqué la date, 17 décembre 1997, Dolbeau et Mistassini sont fusionnés ensemble. J'ai appris aussi ce matin, cet après-midi, durant la journée, qu'on a le plus haut PIB agricole dans la MRC. Jean Morancy, je pensais de t'avoir pas battu, là. Ah, salut Jean!
J'ai dit, je voyais plus de gens à ma place, parce que maintenant, le secteur normandin est vraiment plus dynamique au point de vue agricole. On a le plus gros PIB, parce qu'avec la fusion du secteur Mistassini, bon, les attaquants, M. Perron, des grandes surfaces, les Bleuetières, Sainte-Marguerite-Marie, je ne veux pas t'en vouloir, mais on a beaucoup aussi de patatiers. Donc, pour moi, ça m'a fait un drôle de choc, puis je peux vous dire que je suis très content de savoir ça, puis ma vision envers l'agriculture va être modifiée dorénavant. On parle du fameux triangle. Bien, écoute, avec les chiffres que vous avez sortis ce matin, M. Barrette, là, écoutez, 600 emplois, 137 millions de revenus dans l'ensemble, 97 millions de dépenses. Est-ce que ça va, cet argent-là? Là? Ça s'en vient ici à Dolbeau-Mistassini puis dans la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, pour moi, le secteur, la multifonctionnalité, pour moi, il y a deux choses. C'est l'économie. Vous êtes un secteur économique qui est très fort, qui a un gros impact sur notre mobilité urbaine aussi. Et, comme on dit aussi, le tissu social, parce que vous êtes tissé serré. Vous êtes accoutumé. Monsieur le préfet me disait tout le temps, hein, tu sais, on est au bout de la trail, il faut crier fort. Ben, je pense qu'au niveau du tissu social, dans la ruralité, il faut crier fort pour être présent. De plus, vous savez, mon prédécesseur avait adopté aussi une politique de nourricière, développement communauté nourricière. J'ai participé à 2-3 rencontres là-dessus. Je vous ai vu David, là, je ne sais pas ce qu'il est dans ça, mais David est un très bon interlocuteur. Par cette pratique-là, je pense qu'on va véritablement mettre plus l'accent dans nos budgets d'opération la prochaine année qui s'en vient. Ce qui nous manque, là, c'est rapprocher, faire un circuit court de surtout nos cultures maraîchères. Moi, j'en suis un, puis bien des fois, je vais me déplacer à l'extérieur, carottes, légumes, etc., je vais aller chercher ça. Je pense que comme pour cette politique-là, j'ai le devoir de regarder ensemble, et je pense que Mme Simard, Isabelle est ici aussi dans le coin, on est en train d'essayer de regarder, d'augmenter ce circuit court-là pour créer un marché public dans lequel on va avoir la chance d'échanger entre les producteurs maraîchers et nous, les gens de la ville, dans lequel on veut véritablement favoriser une saine alimentation, puis je pense qu'on commence par là. Donc là, j'ai assez parlé, parce que là, je laisse la parole à Mme Proulx. Oui, en fait, je suis curieuse de voir si, Mme Proulx, vous avez une vision différente là, de... Merci beaucoup, André. Merci tout le monde. Moi, j'aimerais aborder l'angle de la cohabitation du tourisme et de l'agriculture. À Péribonka, vous le savez, on est en train de déployer un chantier touristique majeur dans lequel on s'était donné comme vision 2 concepts clés. D'abord, la nature, bien sûr, avec le positionnement géographique de Péribonka et le parc Pointe-Taillon qui est en avant. Et culture, évidemment, avec l'île du Repos, qui est les Arts de la Seine, et le musée Louis-Mont, qui est le seul musée littéraire au Québec, voire même au Canada. Et à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui, j'aurais le goût, puis je vais le dire à mon conseil, puis je vais le dire à Touristes à Péribonka, ça devrait être nature, agriculture et culture. Pourquoi? J'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui. D'une part, parce que les agriculteurs sont très facilitateurs. Je donne des exemples. On est à déployer un nouveau tronçon de la véloroute des Bleuets à Péribonka. 3 gros agriculteurs importants. C'est sans hésitation qu'ils ont donné, même si parfois ça peut créer une pression. On sait que, notamment, la pomme de terre est sujette à la contamination. Donc, évidemment, qu'il y ait des cyclistes qui partent. Ils ont été très généreux. Il y a quelques années, les agriculteurs arrosaient avec les avions pour les engrais et tout ça. Évidemment, à Péribonka, on est 500, mais l'été, on monte à 1500, 2000 avec la villégiature, le camping, la marina. C'était désagréable, bien sûr, sur le plan environnemental. Les agriculteurs ont été très collaborateurs, ont décidé d'enlever l'épandage. Rapidement, je ne veux pas parce que il y a une coopérative chez nous qui s'appelle la Patate Lac-Saint-Jean. Il y a 2 autres producteurs indépendants. Mais ce qu'on nous dit, c'est que la formule coopérative est appréciée.
Je reste toujours surpris quand on dit que Patates Lac-Saint-Jean, c'est 55 millions de livres de patates commercialisées. Je vois ça sur le plancher des épiceries, puis je capote un peu. Je trouve ça super intéressant. L'autre aspect que je vais apporter, puis je vais aller vite, les municipalités, la MRC, on se doit de mettre en exergue l'agriculture. À Péribonka, on a 3 affaires. Premièrement, on a un promoteur privé qui veut faire des fermettes. C'est un concept nouveau. Vous avez parlé, Mme Tremblay, ce matin de Saint-Camille. Saint-Camille a été une municipalité qui a développé le concept de fermette. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la commercialisation. Toutefois, la pandémie nous a montré que sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, on était très loin. La pratique du télétravail, le fait que les gens recherchent la qualité de vie, alors il y a un marché pour ça et on espère, on a la collaboration de la MRC, on espère que le promoteur va réussir. Une fermette, tu ne fais pas de commerce avec ça, mais tu peux produire un grand potager pour ton autosuffisance. Tu peux avoir des animaux de basse-cour aussi pour des poulets, des dindons et tout ça. Donc ça, on aimerait, puis c'est quelque chose qui pourrait être développé dans l'ensemble de la MRC. Deuxième chose qu'on initie cette année, pour une première fois, la fête des récoltes. Ça va être le 21 octobre à Péribonka. Il faut montrer à nos jeunes, puis il faut que les villageois puis les touristes, qu'on dise qu'on est content. Les producteurs de pommes de terre chez nous, là, pendant la récolte, c'est jour et nuit. Ils ramassent la nuit et tout ça. Donc, on veut faire une fête des récoltes cette année, bien sûr, des activités pour la famille, mais il y aura un spectacle grand public avec Horloge Chimard, l'invité. Le commanditaire est lancé. Donc, il faut faire connaître l'agriculture. Il faut faire des fêtes des récoltes, des moissons dans d'autres... donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et finalement, je termine avec ça. Vous savez qu'à Péribonka, on a une propension à la muséologie, à vouloir perpétrer la mémoire collective. On a un fameux auteur qui a raconté dans un livre qui a été lu à travers le monde quelle était la vie d'une famille agricole. On veut, avec l'aide d'un producteur, on voudrait, dès l'an prochain, quand le musée va être déployé, à l'intérieur de l'espace Péribonka, faire un musée de l'historique de la production de la pomme de terre. Nos jeunes là, qui mangent une poutine dans un établissement de restauration rapide, quand il mange sa poutine, il ne sait pas bien où ce que ça a décollé, ça, la culture de la pomme de terre, quelles étaient les méthodes de production, quels étaient les labeurs et le temps qui était investi, alors pour renseigner nos jeunes. Donc, moi, je vous dis, la cohabitation, tourisme et agriculture, ça marche, puis il faut absolument qu'on poursuive dans ce sens-là. Je vous remercie. Madame Proulx, je suis très heureuse de vous entendre parler de ce lien-là avec le musée, parce qu'effectivement, une de mes questions pour Madame Tremblay, c'était de voir comment, au niveau de la fonction culturelle, on peut le mettre de l'avant. Y a-t-il des bonnes pratiques? À la lumière de ce qui a été dit, je trouve ça très intéressant. Madame Tremblay, de votre côté, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, je comprends que vous n'habitez pas sur notre territoire, mais vous débutez vos études sur celui-ci. C'est quoi les bonnes pratiques qu'on devrait mettre en place? Y a-t-il des bons coups que vous avez entendus aujourd'hui que vous dites, au niveau de la multifonctionnalité de l'agriculture, ça fonctionne? Je vais répondre à la question, mais je vais commencer par une anecdote avant. À l'université, on a plusieurs étudiants internationaux, comme vous vous en doutez. De ce temps-ci, depuis plusieurs années, on a plusieurs étudiants qui viennent d'Afrique, notamment. Où il y a une prédominance encore là, dans la majorité des pays d'agriculture familiale, là, comme nous avons vécu là, il y a une centaine d'années ou même un peu moins. Puis, en lui parlant d'un projet de recherche, celui-là, mais un autre aussi connexe que j'ai, et il me disait, Madame Sabrina, il m'appelle Madame Sabrina, Madame Sabrina, il dit, je comprends pas quelque chose dans la culture québécoise. Et je dis, Ibrahima, explique-toi, qu'est-ce qui passe? Il dit, chez moi, l'agriculteur, il a un rôle crucial, c'est un pilier de la communauté. Il est reconnu pour être le pilier de la communauté. Il dit, comment ça se fait qu'ici, vos agriculteurs, ils sont souvent considérés comme des ennemis, des pollueurs, des empêcheurs de faire des projets ou quoi que ce soit. Puis, j'ai eu de la difficulté à y répondre, à y expliquer. J'aurais pu prendre 2 heures pour y faire toute l'histoire de l'agriculture, tout ça.
Mais en même temps, je me disais, bon, tu sais, la réalité est plus nuancée que ça, évidemment, mais je pense qu'il y a une notion de reconnaissance, en fait, qui se perd, puis que vous avez évoqué tout à l'heure aussi, là. On a oublié à quel point l'agriculture, bien d'abord, de mon point de vue, puis je veux peser mes mots, puis mettre plein de guillemets, puis des gants blancs, puis faire de même, là, c'est pas une profession, c'est une vocation. Au même titre que les infirmières, au même titre que les enseignantes de primaire. Il en faut-tu de la patience pour être enseignante au primaire dans les conditions actuelles? L'agriculture, c'est ça. Je veux dire, c'est correct qu'elle ait été professionnalisée, qu'elle ait été reconnue, bon, et tout ça. Mais à la base, je pense, puis en tout cas, j'espère que vous le vivez ainsi, c'est d'abord et avant tout une vocation. Alors, au niveau des bonnes pratiques, il y a cette notion-là. Dans les municipalités, je n'ai pas fait une étude exhaustive de tout ce qui se passe dans toutes les municipalités du Québec, mais pour regarder pas mal ce qui se fait un peu partout là, dans divers milieux. Toutes les fêtes de villages, de municipalités sur l'agriculture ont presque toutes disparu, sauf les plus grosses, qui ont survécu, puis là, ben, finalement, qui attirent les gens alentours. Le festival de... du cochon glissant, celui-là qu'il faut attraper, là, je ne sais plus trop quoi. À Sainte-Perpétue, c'est ça. Le festival du tracteur à gazon, là, les courses de tracteur à gazon que je trouve absolument fascinant, puis j'aimerais ça y participer un jour. Bon, tu sais, vous voyez ce genre de choses-là. Mais la reconnaissance, mais ça, c'est des festivals, puis c'est correct. J'ai absolument rien contre ça, vraiment, vraiment. Mais la reconnaissance de c'est quoi notre agriculture dans chaque milieu, dans chaque petit milieu, chaque petite municipalité, ça se fait pour ainsi dire plus. Fait que ça, je pense qu'il y a un lien, finalement, qu'on a perdu avec nos agriculteurs, avec nos producteurs, avec ceux qui nous nourrissent. Parce que, puis c'est ça qu'il ne faut pas oublier, ceux qui ne sont pas producteurs, agriculteurs et tout ça, pour la majorité des personnes, des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, la compétence de se nourrir soi-même, même de chasser, de pêcher, rien qu'à la base, bref, de survivre, là, dans le monde, elle a été perdue. On compte sur les agriculteurs, sur les producteurs pour nous nourrir. Fait, déjà là, il y a un problème. On ne reconnaît pas ça. Fait, en même temps, on n'est pas capable de s'autosuffire, nous, en tant que personne. Fait que, je pense que cette bonne pratique-là, il faudrait la remettre. Puis, dans tous les projets de développement local que j'ai pu voir qui ont bien fonctionné, puis le Bas-Saint-Laurent, si vous voulez avoir des idées là, de choses, de fun qui se passent là, en agriculture, en agrotourisme, tout ce qui touche le monde de l'agroalimentaire, là, allez voir là. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment trippant. Il y a vraiment plusieurs belles choses qui se font. Puis c'est ça, c'est d'aller voir finalement là, dans ces endroits-là, mais de reconnaître finalement la place centrale de l'agriculture dans nos vies. On a parlé de divers enjeux, justement, de développer ces diverses facettes-là. Monsieur Rousseau, vous parliez un petit peu plus tôt, je suis un agriculteur, j'ai peut-être pas l'expertise ou la capacité à développer les autres facettes. Mais je me questionnais aussi à savoir, puis à la lumière de ce que M. Barrette a dit plus tôt aujourd'hui concernant la valeur en croissance des terres, je me disais, est-ce qu'avec la réalité du coût des terres agricoles actuellement, les producteurs sont un peu obligés d'être confinés à la sphère économique puis pas en mesure justement de développer peut-être le côté écologique ou le côté social dû à ce frein-là puis qui va être encore peut-être plus grand pour la relève, là? Je vais faire une petite mise au point. On n'a jamais sacrifié comme agriculteur l'écologie puis l'environnement. Moi, chez nous, là, c'est ma terre qui me fait vivre. Si j'avais fait crever ma terre, je serais crevé. OK? En partant, là, chez nous, là, je vis parce que ma terre est vivante. Ça fait que, ce que tu viens de dire, Sophie, dans le fond, on est dans le monde de perception. Ce que j'ai entendu tantôt de Mme Proulx, qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir que nos élus sont prêts à travailler justement à changer ces perceptions-là. Comment est-ce qu'on peut changer ces perceptions-là? C'est en rencontrant le citoyen, c'est en l'amenant voir ce qu'on fait, puis en lui expliquant ce qu'on fait. L'agriculture n'est pas un problème environnemental. L'agriculture, c'est la solution. Fait partie de la solution. J'en suis convaincu. Puis,
c'est à ça qu'il va falloir travailler. Puis, on est chanceux dans notre MRC, on a tout ce qu'il faut. Parce que la nature nous a avantagés. Tantôt, je parlais de nordicité. Là. La nordicité, là, ça veut dire plus d'heures d'ensoleillement, ça, dans la saison de croissance. On a ça, nous autres. OK? On a, globalement, notre territoire. Regardez notre territoire de la MRC. Comment est-ce qu'il est diversifié? Ça va être dur de faire des mauvaises années agricoles si on met le territoire dans son ensemble. Oui, les bleuets peuvent avoir une mauvaise année, tu vas avoir une autre production, les productions animales peuvent bien réussir, tu vas avoir au niveau du végétal qui va bien réussir, une bonne année d'un bleuet, un peu moins bonne au niveau des céréales. Globalement, notre MRC, globalement, la richesse globale de la MRC, là, je peux vous dire qu'on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, puis on est avantagé par la nature, vous le voyez. Moi, quand j'étais président de ma coopérative, là, on était un secteur, la coopérative, qui avait le plus gros noyau au Québec de producteurs biologiques. Pourquoi? Pas parce qu'on n'était pas plus intelligent que les autres. C'est parce qu'on a travaillé, les gens travaillaient avec la nature, puis la nature permet, dans notre secteur, de faciliter l'agriculture biologique. Parce que notre hiver froid fait en sorte que ça coupe des maladies. Mais il faut faire attention. Un des enjeux, ça va être de protéger aussi notre territoire. Tu as raison quand tu parles d'environnement, tout ça. Il faut en être conscient, puis il va falloir le protéger. Merci. Moi, Gérald, c'est sûr d'une chose qu'il faut augmenter la communication entre le monde agricole et le monde urbain. Moi, chez nous, on est en train de faire une réforme là, de notre planification, de nos règlements là, à l'urbanisme. Et véritablement, on met un plan à l'accent à l'agro-urbain ou l'agriculture urbaine. Oui, on va l'ajouter dans notre plan d'urbanisme. On va pouvoir, premièrement, je pense qu'on peut avoir des poules présentement, pas de coq, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne veulent pas le cas. On a le droit d'avoir 10 poules à l'arrière. On veut faciliter les jardins en façade de maison. Donc ça, on est fort. On travaille beaucoup aussi à innover et à communiquer aux gens qu'on a, exemple, présentement, tu parlais des fêtes fourragères, pas des fêtes du jardin de la récolte. On en a ici parce que en haut des Pères Trapistes, essentiellement, on a des jardins collectifs et des jardins communautaires. J'ai eu la chance l'année passée d'aller au jardin communautaire. Il était au-delà de 70 personnes où ils étaient tous rassemblés au mois de septembre, puis ils partageaient le succès entre eux autres et ce qu'ils avaient réussi. J'ai resté étonné. À Dolbeau-Mistassini, on a un magnifique parc qu'on appelle le parc La Pointe des Pères, dans lequel on a justement un jardin collectif. Donc, on sème avec l'intermédiaire de la SGE qui le fait avec l'intermédiaire des jeunes à l'école. Là. Donc, il leur montre comment semer, comment récolter et c'est accès à tout le monde. On va favoriser aussi tous les plans nourriciers dans Dolbeau-Mistassini. On a un projet de parc espace vert d'1,2 million sur 4 ans dans lequel on plante des arbres nourriciers. En face de chez moi, sur mon terre-plein, j'ai des cerisiers à volonté. Toutes ces choses-là vont que... Mais par contre, ce qui est important, c'est de rapprocher l'urbain avec le monde agricole, d'échanger. Et ça, je pense que la SGE, et j'ai des gens des jardins communautaires qui ont cette mission-là, d'aller chercher les jeunes au secondaire, leur montrer comment jardiner, c'est quoi... Ça commence par là pour dire qu'on a une alimentation saine. C'est l'importance d'avoir quelque chose à manger dans lequel on sait qu'est-ce qu'on mange, de quelle façon c'était cultivé. Donc, pour nous, on a un esprit et on se dirige vers là. Je vais laisser la parole à Mme Pau. Il y a un autre aspect que je voulais, quand on parle de la multifonctionnalité, puis on a été témoin aujourd'hui avec les chercheurs de l'UQAC, je pense que notre MRC aura avantage, elle le fait déjà beaucoup, mais encore à multiplier les partenariats avec la recherche. Bien sûr, il y a notre université régionale, aujourd'hui, on le voit, il y a la ferme expérimentale à Normandin. J'ai déjà vu M. Gérald Rousseau très actif chez Agrinova, le centre de transfert technologique du Collège d'Alma. Le cégep de Jonquière a une chaire en énergie renouvelable que je connais bien, qui serait prêt
moi, je pense qu'avec ce qu'on nous a appris par les différentes conférences qu'on a eues aujourd'hui, c'est quelque chose qui se descend. Tu sais, on se dit souvent, on est dans une région éloignée, on est la MRC la plus éloignée, mais de la recherche, ça se décentralise très bien. Je pense que Mme Tremblay pouvait en témoigner. Et je pense qu'on aurait intérêt à le faire davantage, de s'ouvrir à la recherche, d'inviter des chercheurs, de trouver des lieux, des laboratoires pour le faire. Je pense que c'est toujours bénéfique, à la fois pour faire avancer les connaissances, mais aussi pour mieux revaloriser l'agriculture dans notre secteur. Je trouve ça intéressant, le pairage avec le milieu universitaire, puis aussi ce que M. Guy, vous mentionniez, là, au niveau de rapprocher le milieu rural du milieu urbain. Est-ce que l'agriculture est réservée au milieu rural ou, au contraire, justement, on peut être agriculteur, on peut développer l'agriculture en milieu urbain? Vous parliez du PDCN, je vois que M. Rousseau vous parle la parole. Oui. Moi, je pense qu'on le peut. Ce qui se faisait naturellement avant, parce que tout le monde avait un jardin, moi, dans le temps, tout le monde avait un jardin. On n'appelait pas ça de l'agriculture, on appelait ça de la subsistance, mais il reste que tout le monde avait un jardin, tout le monde savait cultiver. Puis tout le monde était obligé de respecter le terre, sinon il n'avait pas de carottes, puis il n'y avait pas de patates, puis les chenilles ils embarquaient là-dedans. Puis... Fait que tout le monde avait appris ça, mais je comprends qu'aujourd'hui, faut, avec la nouvelle génération, il faut permettre à la nouvelle génération de se réapproprier ces connaissances-là. Puis je pense que c'est essentiel, puis ça permet aussi de comprendre ce qui se passe dans la nature. Okay? Mais on a quand même des grands enjeux aussi au niveau agricole là, pour l'agriculture, là, que je dirais plus... l'agriculture qui fait vivre l'agriculteur, si on peut dire. Bon. Il y a des enjeux, entre autres. Tantôt, M. Côté, ce qu'il a parlé, c'est sérieux, là. Tu sais, planter les terres, là. Puis avec des contrats de 60 ans, là. Ça veut dire que pendant 60 ans, là, cette terre-là ne pourra pas produire. Un matin, Étienne nous disait qu'il y avait à peine 1% de notre territoire dans la MRC qui était agricole. OK? Puis on veut nous empêcher de mettre en culture des secteurs dits humides. Dans ce 1%-là, on a un problème de société là-dessus, là. Il y a 99% du territoire qui peut être préservé, qu'on peut préserver les milieux humides, puis on va mettre l'accent sur le 1%. Puis ce qui est le plus choquant dans tout ça, là, c'est que si tu as un moyen, là, ben, tu vas pouvoir le mettre en production ton milieu humide. Mais il faut avoir les moyens. Et je pense que les élus, là, nos élus aujourd'hui, là, il y a un travail qu'il faut qu'il se fasse à ce niveau-là. Puis il ne faut pas attendre que ça soit le maire de Québec qui fasse ça, là. C'est nous autres. Il y a un travail qu'il faut qu'il se fasse au niveau de, moi j'appelle ça de l'appropriation des terres. Parce que moi, j'ai acheté des terres chez nous, qu'aujourd'hui, et on me dit qu'ils valent tellement cher pour ce qu'ils rapportent à la société, tu n'auras plus le droit de le toucher. Je paye les taxes, j'ai fait les chemins d'accès, j'ai tout fait. Puis je n'ai pas le droit de le toucher parce qu'ils valent trop cher. Bien, qui me paye pour? Moi, les gens faire des savanes. Si ça vaut aussi cher que ça, c'est ça qu'on va faire. On fait des savanes au lieu de faire de l'agriculture. On est capable de faire ça. Je pense qu'on a, comme société, puis comme MRC, nos élus ont un travail à faire à ce niveau-là qui est extrêmement important. Puis il ne faut pas attendre que les autres le fassent pour nous autres. Il n'y a personne qui va le faire pour nous autres. Je suis d'accord, Gérald. On a un gros problème à régler, puis c'est politique. Puis il va falloir qu'on travaille fort. Pour ce que tu viens de me demander, Mme Grégoire, je pense que j'ai devancé un petit peu ta question. C'est une question que j'ai bien fait mes devoirs hier soir, hein, quand j'ai vu les questions. Bien, écoute, moi, ce que je trouve ce que j'ai dit tout à l'heure, je me répéterai peut-être encore, c'est la communication. C'est de rapprocher le milieu agricole du milieu urbain. Tu sais, la pandémie, quand même, là, la dépendance qu'on a vécue en se rendant compte qu'on n'avait plus d'auto dans les cours de garage, parce que c'était bloqué en Chine, c'était bloqué
puis que là, on sait qu'au point de vue agricole, la gestion de l'offre est menacée par nos amis, les amis américains et non requins. Tout ça, ça fait que ça a allumé beaucoup de nos jeunes aussi. Moi, j'ai un jeune de 23, 24, 25 ans, là, puis qui dit « Hey, papa, qu'est-ce qui arriverait s'il y aurait une guerre puis on tomberait contre les Américains? Penses-tu qu'ils nous passeraient du lait? Penses-tu qu'ils nous nourriraient? » Je pense, je dis qu'ils se nourriraient avant, puis nous autres, on aurait les restes de table. Pour ça les a allumés. Puis je pense qu'il faut continuer à faire ça. Nous, toujours avec cette politique-là là, de communauté nourricière, on a un comité qui est en place. J'ai eu 2 rencontres l'an passé. On va le remettre en fonction le plus rapidement possible pour justement déterminer ou de faciliter ou de trouver des moyens de communication dans le but de transmettre cette information-là et cette formation qui est importante au niveau de trouver une saine alimentation et d'être capable d'avoir au moins, au point de vue de la nourriture, d'être indépendant. C'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on veut. Moi, je le redis, on va accentuer ce rapprochement-là. On est en train d'examiner, de recréer un marché public. Un marché public, c'est de rapprocher le maraîcher de l'urbain qui va aller magasiner. On va pouvoir discuter avec le maraîcher, lui demander des conseils. Ça, j'en vois quand on en va dans d'autres marchés, là, comment vous faites pour réussir de beaux concombres comme ça, ou le céleri, ou le persil. C'est toute une source, mais c'est un moyen qu'on va mettre en place dans le but de faciliter ce transfert de connaissances-là. Parce que c'est une table, c'est comme on dit, c'est une plateforme numérique, mais là, c'est une plateforme physique qu'on va avoir. Et ça, j'y maintiens énormément. Puis je pense qu'on va travailler très fort à la ville. Je vois Isabelle là, prendre des notes là, pour mettre ce marché-là en place. Puis on va inviter tous les gens de la MRC. Puis on va inviter aussi les maraîchers, là, ceux qui produisent. Je sais, je vois David, il y avait la petite ferme pas loin, il y en a un secteur normandin, de venir à ce marché-là, exposer leurs produits, dialoguer avec les gens, leur donner des conseils. Puis je pense qu'on va être sur la bonne voie d'améliorer nos relations, de transférer la communication. Puis en même temps, on va s'enrichir mutuellement, tant au niveau urbain qu'au niveau agricole ou rural. Madame Proulx, à vous la parole. J'avais pas mal abordé les 2 axes que je voulais, le tourisme, la recherche, mais ce que M. Rousseau dit, la question des milieux humides, ça nous interpelle beaucoup, là. Quand ça a été le temps de bâtir des gros centres d'achat, des Costco dans le coin de Montréal, Boucherville, des Ikea, tout ça, c'était pas grave, la destruction des milieux humides. Nous, je vous donne juste un exemple, on fait juste une petite rue avec 10 terrains domiciliaires. Bon, ben c'est la grosse étude qu'il faut faire, puis on leur avait dit, c'est pas un milieu humide, il y a déjà eu de la production de pommes de terre. Non, il faut que vous fassiez l'étude. Donc là, il faut faire l'étude, il faut payer une firme, puis par la suite, ça retarde le projet d'1 an. Il y a des fois, en tout cas, on le dénonce souvent là, dans nos régions, le mur à mur de certaines pratiques, là, ben ça ne s'adapte pas. Puis je pense qu'il faudrait, ça, c'est un aspect qu'il faudrait parler avec l'UPA, avec à la MRC, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? On parle de conflit d'usage un peu. Puis comment on fait pour justement respecter les usages prioritaires? Puis vous parliez un petit peu plus tôt, Mme Tremblay, des conflits avec les néo-ruraux, puis que c'est pas si facile toujours cette cohabitation-là. Monsieur le maire parlait de rapprochement, de peut-être mieux connaître l'un et l'autre, mais y a-t-il des pistes? 2 choses. Bien, la première, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se parler. Ça, c'est clair. C'est un principe premier. Puis, on a peut-être tendance à oublier, les êtres humains, qu'on est des animaux sociaux. On a besoin de se parler. C'est de même qu'on réussit à se comprendre. Fait que ça, il faut prendre le temps de le faire. Maintenant, je sais que la temporalité des uns n'est pas toujours la même que des autres. Okay? Fait qu'il y en a qui aimeraient que ça soit plus rapide, tout ça. Mais s'entendre, discuter, se reconnaître, accepter les points de vue négatifs des autres, ça prend du temps. Puis des fois, c'est pas toujours plaisant non plus. Première chose. Deuxième chose aussi, une personne, un agriculteur, une productrice, peu importe, a besoin d'organisation forte
pour pouvoir agir dans son milieu. Parce que c'est très rare qu'une personne, un citoyen, une personne, n'importe qui, va pouvoir s'impliquer concrètement, directement dans le milieu. Il va toujours le faire au travers d'une organisation. Une organisation qui peut être l'UPA, qui peut être la MRC, qui peut être un comité de bénévoles, peu importe, là, ça pourrait être une coopérative aussi, pourquoi pas aussi tant qu'à ça. Si on ne renforce pas les organisations au sens large du terme, et peu importe ce qu'elles sont, bien, on ne sera pas capable de voir les personnes, agriculteurs, citoyens, consommateurs, n'importe quoi, pouvoir s'engager pour développer le milieu, pour agir de façon efficace dans le milieu. Puis, on a tendance à les oublier, les organisations, mais c'est vraiment le véhicule par lequel les gens vont pouvoir agir concrètement dans le milieu. Alors, c'est ça. Il faut continuer à maintenir des espaces intermédiaires que sont les organisations pour être capable de changer les choses directement. Puis c'est par elles aussi qu'on va être capable de parler, puis de discuter, de s'entendre, ou au moins de trouver des compromis. Ce qu'on appelle, dans le langage universitaire qu'on entend souvent, la fameuse co-construction. Co-construction, c'est pas tout de s'entendre, c'est de trouver un compromis. Donc, c'est ça. Mais les conflits d'usage, là, c'est sûr que c'est pas facile. J'en conviens. En terminant, là, on a énuméré des enjeux, des facettes sur lesquelles on voulait travailler. En terminant, comment vous le voyez, le futur du territoire agricole dans notre MRC? C'est quoi, si on se permet de rêver, là, qu'est-ce qu'on souhaite pour notre milieu? Dans l'ordre ou dans le désordre ou dans... Ben moi, il respecte l'âge. Il a raison, il y a à peu près 3 mois. Ben moi, je pense que même si ça a l'air négatif, là, quand je suis arrivé en agriculture, moi, en 1974, c'était pas winner être agriculteur. Là. Tu sais, les terres, ils entraînaient tout le tour de chez nous. Là. Personne ne voulait être agriculteur parce qu'être agriculteur, c'était comme... il n'est pas capable de faire d'autre chose. Il fut un temps que c'était ça que les gens pensaient. Puis moi, je rêvais de jouer au cow-boy, puis j'ai joué au cow-boy, puis je joue encore au cow-boy. OK? Puis ça m'a permis de contribuer à nourrir le monde puis à m'épanouir. C'est ça que ça a fait pour moi, l'agriculture. Fait que, il y a des défis en agriculture à venir qui sont importants. Ce qui est important, c'est de ne pas se mettre la tête dans le sable, c'est de les identifier. OK? Les identifier comme il faut, puis après ça, on y travaille. Puis des défis, il va toujours en avoir, peu importe ce qu'on est dans la vie, il va y avoir des défis, puis on sait qu'on en a, on commence à les identifier. Il y en a un, entre autres, qu'on n'a pas parlé bien aujourd'hui, là, qui est sous-estimé. L'âge moyen des producteurs agricoles, 55 ans. La relève. Une relève, ça se prépare. Là. Une terre, ça se vend. Une ferme, là, ça ne se vend pas d'un an, ça. Ça prend 10-12 ans de planification pour transférer une ferme, d'après moi. OK? Puis, il m'est venu une idée ce matin, ils vont me permettre de l'émettre. Ben, disons que je l'avais déjà, l'idée, mais je l'ai déjà pratiquée. C'est la réflexion stratégique. Je ne comprends pas que sur les fermes, on n'ait pas appris à faire une réflexion qui est stratégique. À court terme, moyen terme, long terme, à se donner une vision. Moi, j'ai eu la chance d'être impliqué dans d'autres organisations, ce qu'on appelait ça une planification stratégique. Là. Une réflexion stratégique mène à une planification automatiquement. Mais je pense que ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'à MRC, il y avait quand même des montants d'argent de disponibles qui pourraient, on parle de subventions. Ben, moi, je pense que chaque firme qui pense à se transférer, il devrait y avoir une réflexion stratégique et pour les acheteurs et pour les vendeurs qui devrait être faite assez rapidement quand on pense, pour dans 10 ans, je dirais. Ça pourrait être soutenu financièrement par la MRC, ce genre d'activité-là, parce qu'on n'a pas comme producteur le réflexe de le faire. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui vont dire « je prends 5 000 $, 10 000 $, je vais aller chercher une ressource externe pour m'accompagner dans ce genre de réflexion-là. » Puis je pense que ça serait très novateur. Puis ça serait un levier, justement, quand on voit la moyenne d'âge pour le futur, pour la relève agricole. Mais je suis très optimiste. Si je n'étais pas optimiste pour l'agriculture, on ne serait pas dans un processus de transfert chez nous.
2024, il va y avoir un nouveau propriétaire à 100% de Ferme de la Garde. Le futur, comment on voit le futur? Écoute, moi, je suis maire d'une ville, puis je suis entouré de terres agricoles. Donc, j'ai pas le choix, il faut que je cohabite avec ce monde-là. Je le dis, puis je le redis, il faut que je leur parle, il faut que je les écoute, il faut qu'on trouve des terrains d'entente. J'ai déjà vécu une première expérience avec un secteur que je ne nommerai pas, mais qui est très sensible à différentes évolutions, où il a fallu qu'on s'assoie à la table, puis qu'on a discuté, puis on a trouvé quand même des compromis. Et je suis bien content. Pour le futur, Gérald, c'est vrai, tu as raison, je te donne entièrement raison. L'image d'un agriculteur aujourd'hui n'est pas assez valorisée. C'est comme tu dis, c'est quelqu'un de dernier de classe, il n'a pas le choix, il va s'en aller puis il va aller traire les vaches le soir. Contrairement à ce que j'ai vu, parce que ma première vie, j'ai été comptable agréé. Je suis encore, par contre, mais là, je suis maire à temps plein. J'ai vu ce que c'était de la business. Puis quelqu'un là, qui réussit aujourd'hui en agriculture, il sait compter, puis il coupe ses scènes en quatre, puis c'est vraiment un très bon gestionnaire. Mais je pense qu'on a quelque chose à faire là-dessus, au niveau gouvernemental, de valoriser cette profession-là, de la valoriser en disant que c'est nécessaire pour la vitalité économique, nécessaire pour notre vie, notre alimentation, et deuxièmement, il faut vendre ça à nos politiciens. Moi, si je regarde l'importance de l'agriculture par rapport... Je suis un comptable. Hein? Le budget de la province de Québec au ministère de l'Agriculture est-il aussi important que le ministère de l'Éducation? Je pareil que non. Si je regarde dans l'échelle, il est un petit peu dans le bas. On parle bien des fois, à nos politiciens, puis qu'ils nous disent « Ouais, c'est des chialeux. » Ça, on l'a entendu ça. Hein? C'est des chialeux, les agriculteurs. Ils sont jamais contents. Bien, s'ils sont jamais contents, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas entendus. Puis je pense qu'il faudrait, nous autres, en tant que politiciens, nous autres, en tant que personne là, physique, on vote de faire réfléchir nos politiciens sur l'importance d'avoir ce secteur-là économique avec nous. Donc, pour ce qui est du futur, je rejoins encore Gérald parce que j'ai vécu dans ma vie du passé des transferts d'entreprises. On sait que les terres sont rendues des prix de fou, les quotas de là, c'est rendu des prix de fou. Puis ça fait au moins 10 ans ou 15 ans qu'on essaie de dire hey, faciliter les transferts intergénérationnels, arrêtez de faire ça à juste valeur marchande quand on change d'un père en fils. Pourtant, c'est pas dur à comprendre. Alors, arrêtez de travailler dans ce sens-là à juste valeur marchande dans ce cas précis-là. On le dit, on a fait des pressions politiques. Regardez qu'est-ce qu'il y en a. Tranquillement, ils le font. Puis encore là, on a de la misère pour exonérer tous ces genres de transactions-là, dans le but de faciliter la relève. Donc encore là, on se dit, moi, je suis optimiste, mais j'espère que ce côté agricole-là va être plus écouté qu'à l'exception de la semaine verte le dimanche midi, où c'est une émission qui est vraiment axée sur l'agricole. J'espère que les gens vont être sensibilisés, puis il va y avoir une publicité à faire, une sensibilisation de masse globale sur l'importance de ce secteur économique-là. Merci. Par rapport au futur, moi, je suis très sensible là, à la situation qui prévaut présentement à Notre-Dame-de-Lorette parce que, effectivement, si on n'y voit pas, ça pourrait s'étendre à tout notre territoire, c'est-à-dire des intérêts étrangers qui viennent reboiser, c'est louable, mais des terres qui ont été défrichées par des familles colonisatrices qui ont ouvert les villages et tout ça. Donc, il y a là un danger. Je me demande si on ne devrait pas, comme MRC, bien sûr, de concert avec les propriétaires de ceux qui ont encore des terres qui peuvent être consacrées, qui sont fertiles, qui peuvent être consacrées à l'agriculture, qu'on ne puisse pas regarder avec eux, faire cet inventaire-là, puis essayer de contrer ce phénomène-là. Parce que le jour où on n'aura plus de terres disponibles, ben même si on veut se diversifier en agriculture biologique, on s'est diversifié un peu dans les petits fruits et tout ça. Il faut être conscient que ces terres-là seront toutes reboisées, ben ce ne sera plus le temps d'agir. Alors, il y a peut-être une action à faire assez rapidement sur notre territoire là-dessus. Pour ma part, je suis excessivement positive par rapport au futur de l'agriculture. J'ai de toute évidence pas 40 années d'expérience de travail derrière la cravate, là.
Mais de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que j'ai vu, de la créativité, de la volonté de changer les choses un peu partout ici dans la région, mais au Québec aussi notamment. Je vais me restreindre au Québec là, parce que c'est surtout le terrain que je connais, mais en Europe aussi, pour avoir entendu de certains projets, là, ça bouge beaucoup là-dessus. Donc, bref, on a vraiment un désir, je pense, une espèce de retour de vouloir redonner une place importante ou prépondérante à l'agriculture et surtout de reconnecter les urbains et les ruraux. Parce que c'est ça, il faut penser toujours le rural avec l'urbain et l'urbain avec le rural, comme je l'ai dit là, lors de la présentation. La COVID a fait réaliser à plusieurs personnes à quel point c'était important, puis à quel point on était fragile. Ça aussi, je l'ai dit. D'un point de vue personnel, combien j'ai eu d'amis durant la COVID. Écoutez, moi, je reste dans un rang. Je veux dire, j'ai pas de voisins. Moi, ma vie, elle n'a pas changé durant la COVID, ou à peu près pas. À part que je suis demeurée à la maison, travailler avec 3 enfants. C'était super le fun. Mais à part de ça, tu sais, je veux dire, mon quotidien d'aller marcher dans le bois, de m'occuper des poules, des canards, de la panoplie, ça n'a pas changé. Mais mes amis qui ont émigré à Montréal, à Québec, à Toronto et tout ça, combien j'ai eu d'appels? « Hey, y a-tu des terres à vendre dans ton coin? » Oui, mais t'es tout le temps dans un musée, toi, ou dans un... Pourquoi tu voudrais venir t'installer à Saint-Ambroise? Tu sais, les gens ont eu peur. Puis la société, elle bouge de 2 façons dans la vie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, non? La peur. Puis l'autre, c'est quoi? Oui, OK, on va être un peu plus poétique. D'autres choses. L'amour. L'amour. Puis d'autres choses aussi. Qui vient avec. En tout cas, fait que ça, c'est les 2 principaux moteurs de changement dans une société. On a vécu la peur. Maintenant, je pense qu'on peut mettre un peu d'amour dans nos campagnes, un peu plus d'amour dans nos campagnes, dans nos rangs, dans nos petites villes, nos noyaux villageois, comme ils les appellent dans certains documents gouvernementaux. On peut en mettre un peu plus, puis attirer davantage de personnes. Mais on le voit, là, les chiffres le démontrent très clairement, il y a une tendance lente, mais tout de même présente, à ce que les gens reviennent, pas nécessairement pour devenir des agriculteurs ou même avoir une fermette, mais pour revenir dans un cadre plus large, plus libre qu'est la région et aussi, là, jusqu'à un certain point, la ruralité. Fait que moi, je suis très, très, très... Puis c'est une tendance qui s'installe depuis les années 90. Fait que ça n'a même pas rapport... La COVID a juste accéléré ça. Mais ça n'a même pas rapport avec la COVID à l'origine. Fait que j'ai bon espoir que ça va s'améliorer, mais c'est ça, il faut communiquer ensemble, il faut parler. Puis moi, je pense que les jeunes, on parlait de bonnes pratiques tout à l'heure. Là, une, c'est de viser particulièrement les jeunes. Il y en a de plus en plus, là, des projets là, de reconnecter les jeunes avec l'agriculture. Moi, quand mon filleul, il vient chez moi, ramasser les œufs de poules encore chauds, il capote. Là. Puis pourtant, il reste à Jonquière. Là. Je sais, il est même pas loin, là. Mais il comprend c'est quoi, finalement. Ah, l'œuf, il sort du derrière de la poule. Ouais. Fait que ça lui donne une autre dimension, évidemment. Mais c'est ça, tu sais. Mais de reconnecter ça, de leur faire prendre conscience ça. Puis là, ça nous ramène finalement aussi à la valeur de produire de la nourriture. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça demande en temps, en énergie, en respect du vivant aussi? Puis, quand on a envie de gaspiller, c'est ça. On a tout ça en tête aussi. Fait que on travaille en plus sur toute la notion du gaspillage alimentaire qui est assez absolument hallucinante puis indécente là, dans nos sociétés, là, parce qu'il y a plein de monde qui ne mange pas alors qu'on produit déjà beaucoup. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là aussi. Quand je vous disais qu'on peut donner plusieurs fonctions à l'agriculture, au sens large du terme, c'en est ça. C'est d'éduquer, de redorer l'image, puis de donner le goût finalement de se reconnecter avec la terre un peu. Là. Ouais. Bien, merci beaucoup pour toutes ces pistes de solutions-là qu'on a bien notées. Puis maintenant, on va poursuivre la discussion vraiment tous ensemble en table. Mais avant de faire ça, je veux vraiment remercier les panélistes de s'être prêtés au jeu, d'avoir participé avec nous aujourd'hui, puis vraiment pour les beaux échanges qui sont riches pour nous. Là. Merci beaucoup.